Regardez cette photographie. Vous l'avez déjà vue, 1000 fois sans doute. Un homme en combinaison spatiale argentée, un casque sous le bras, un sourire qui a traversé le XXe siècle sans une seule fissure. Cette image était accrochée dans chaque école soviétique, imprimée dans chaque manuel, gravée sur des timbres-poste par millions. Tout le monde connaît ce visage. Youri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Mais regardez encore. Regardez le bord droit du cadre, là où l'objectif s'arrête presque. Une jeune femme en manteau sombre, les mains jointes devant elle, presque effacée par la composition de la photo. Elle ne regarde pas l'appareil, elle regarde lui. Et dans ce regard, il y a quelque chose que personne n'a jamais su nommer précisément. De la fierté ? De la peur ? Un mélange des deux peut-être, comme une prémonition qu'elle n'aurait pas encore les mots pour exprimer. Cette femme s'appelle Valentina Ivanovna Gagarina, née Goriatchova. Et son histoire, celle qu'on ne raconte presque jamais, est peut-être plus vertigineuse que celle du vol spatial lui-même. Parce que c'est l'histoire d'une femme qui a vécu, en silence, aux côtés de l'homme le plus célèbre du XXe siècle, tout en étant progressivement effacée, surveillée, réduite au silence par le système même qui glorifiait son mari. Tout commence loin de Moscou, loin des fusées et des projecteurs. À Orenbourg, en 1935, dans une famille ordinaire, presque invisible. Un père ouvrier, une mère femme au foyer. Rien qui laisse présager qu'un jour, cette petite fille se tiendrait au bord d'une photographie qui ferait le tour du monde. En 1948, le père perd son emploi. Ce genre d'événement, dans l'Union soviétique de l'après-guerre, ne pardonne pas. La famille déménage, puis déménage encore, suivant le travail comme on suit une lueur fragile dans l'obscurité. Valentina grandit ainsi, entre les trains et les valises, apprenant très tôt une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Il faut savoir se taire, s'adapter, survivre sans faire de bruit. Elle est l'enfant du milieu. Ni l'aînée qu'on écoute, ni la cadette qu'on protège. Discrète, fiable, observatrice. Une institutrice dira d'elle, avec une simplicité presque prophétique, « Gorbatchova fera toujours ce qu'on lui a demandé ». Une phrase anodine en apparence, mais qui, avec le recul, résonne comme une sentence. Car c'est exactement ce qu'on attendra d'elle, plus tard, quand les hommes en costume gris viendront frapper à sa porte. Après l'école, elle choisit une voie modeste et concrète, un technicum médical. Elle devient aide-soignante, feldscher, apprend le métier difficile de la présence auprès des malades, les gardes de nuit, le silence des couloirs d'hôpital à 3 heures du matin. C'est là, dans cette routine de soins et de patience, qu'elle développe une qualité qui deviendra plus tard sa plus grande force et sa plus lourde malédiction. La capacité de tenir, sans se plaindre, sans rien laisser paraître. C'est à cette époque qu'elle entend parler, pour la première fois, de l'École supérieure d'aviation militaire d'Orenbourg. Un lieu abstrait, lointain, peuplé de jeunes hommes en uniforme qu'on croise parfois en ville. Elle ne sait pas encore que cet établissement va changer sa vie entière. À la fin des années 1950, lors d'un bal du vendredi soir dans un club d'usine, elle rencontre des cadets de cette école. L'air sans l'accordéon, la poussière du parquet et cette eau de Cologne bon marché qu'on appelle Chypre, que tous les jeunes hommes soviétiques semblent porter à l'époque. Parmi eux, un jeune homme au sourire franc, plutôt petit de taille, mais avec une présence qui semble remplir toute la pièce. Il s'appelle Youri Gagarin. Il l'invite à danser une valse. Et là, dans ce moment banal, presque insignifiant, il prononce une phrase qui restera gravée dans sa mémoire pour le reste de sa vie. Savez-vous que la valse a été inventée pour que les gens ne se taisent pas ? Donc il faut parler, il ne faut pas avoir peur. Ironie tragique quand on connaît la suite de cette histoire. Cet homme qui l'encourage à parler, à ne pas avoir peur, deviendra plus tard celui qui, chaque soir, dans leur appartement, choisira ses mots avec une prudence extrême, de peur d'être entendu par des oreilles invisibles. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, il n'y a qu'une valse, une jeune femme surprise et un jeune cadet plein de promesses. Leur fréquentation dure 9 mois.
9 mois pendant lesquels Gagarine se révèle être un homme de parole, fidèle à ses promesses, attentif aux petits détails. Un jour, il lui apporte des marguerites des champs, cueillies spécialement parce qu'elle avait mentionné, presque en passant, qu'elle les aimait. Ce genre de geste, simple et sincère, dessine le portrait d'un homme qui n'a pas encore été transformé en symbole national, qui est encore, tout simplement, un jeune homme amoureux. En 1957, il se marie. Ce n'est pas une noce fastueuse. C'est une cérémonie modeste, presque pauvre selon nos standards actuels, une robe refaite à partir d'un tissu acheté au marché, un gâteau confectionné par la mère de Valentina. Rien de spectaculaire. Juste deux jeunes gens qui commencent une vie ensemble, dans un pays qui se relève encore des ruines de la guerre. Ils obtiennent une chambre dans un appartement communautaire, 18 mètres carrés partagés avec des voisins, une cuisine commune où se croisent des odeurs et des conversations étrangères. Valentina continue de travailler comme feldscher. Gagarine poursuit ses études, ses vols, cette carrière militaire qui semble encore, à ce stade, tout à fait ordinaire. En 1958, naît leur première fille, Lena. Gagarine, en la tenant dans ses bras pour la première fois, dira une phrase qui semble presque comique aujourd'hui, mais qui révèle une vérité profonde sur cet homme. « Je suis pilote », dit-il, ajoutant qu'avoir un bébé dans les bras est plus effrayant qu'à 10 km d'altitude. Un homme qui n'a peur de rien dans le ciel, mais qui tremble devant la fragilité d'un nouveau-né. C'est peut-être là, dans ce contraste, que se trouve toute l'humanité de Youri Gagarine, avant que la légende ne l'engloutisse. Puis vient l'automne 1959, et quelque chose change. Gagarine commence à rester tard à la base, puis il part en mission, sans explication, sans un mot de plus que d'habitude. Valentina, avec cette perspicacité silencieuse qui la caractérise depuis l'enfance, sent que quelque chose se prépare, sans pouvoir mettre de nom dessus. Un soir, il rentre et lui annonce, d'une voix qu'elle ne lui connaît pas encore, « On me sélectionne pour un projet spécial ». Elle demande des détails, il n'en donne aucun. « Je ne peux pas encore le dire. Mais si on me prend, cela changera tout. Nous, le pays, le monde, nous aussi. » Des mois passent. Puis, un soir, il rentre tard, le visage marqué par une tension qu'elle ne parvient pas à déchiffrer. Il lui dit simplement « J'ai signé ». Elle demande « Signé quoi ?» Il répond, dans un souffle presque absent « Tout ». Elle sent alors le poids de cette réponse, sans en comprendre l'ampleur exacte. Elle demande, avec une inquiétude qu'elle ne cache pas « Est-ce dangereux ?» Il la regarde et dit cette phrase qui deviendra, avec le recul, presque prophétique. « Tout ce qui vaut la peine d'être fait est dangereux. » Puis il ajoute, comme pour clore la conversation, comme pour la rassurer et l'avertir en même temps, « Tu seras fier de moi. Mais ce ne sera pas facile. » Cette nuit-là, dans leur petite chambre de 18 mètres carrés, ils restent silencieux, chacun avec sa propre peur, chacun regardant l'obscurité sans savoir que, dans quelques heures à peine, le 12 avril 1961, le monde entier basculerait. Que le nom de Gagarine deviendrait immortel, et que celui de Valentina, lui, resterait à jamais au bord du cadre, presque hors champ, regardant l'homme qu'elle aimait devenir, malgré elle, une propriété de l'État. Le 12 avril 1961 commence comme une journée ordinaire. Rien, absolument rien ne laisse présager que ce jour allait entrer dans les livres d'histoire du monde entier. Et pourtant, Valentina Gagarina se réveille avec cette sensation étrange, tenace, indéfinissable, de ne pas savoir quelque chose. Une intuition sourde, comme un bruit de fond qu'on ne parvient pas à localiser. La veille au soir, Gagarine était parti en disant simplement qu'il allait à un entraînement. Un mot banal, prononcé 1000 fois auparavant. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Il avait embrassé Lena, leur première fille, avec une tendresse un peu plus longue que d'habitude. Puis il s'était attardé, longuement, immobile, près du berceau de la petite Galia, leur deuxième fille, née depuis à peine un mois. Il l'avait regardée comme s'il cherchait à mémoriser chaque trait de son visage.
Il avait souri à Valentina avant de partir, un sourire qu'elle connaissait bien, qu'elle avait vu des centaines de fois. Sauf que ce soir-là, ce sourire n'était pas comme d'habitude. Quelque chose, dans les yeux, dans la manière dont les lèvres se retenaient, trahissait une tension qu'il essayait de dissimuler. Il était parti sans se retourner. Un détail infime, presque insignifiant, mais que Valentina remarquerait plus tard, avec le recul, comme un signe qu'elle n'avait pas su lire à temps. Cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle reste éveillée, sans comprendre pourquoi son cœur bat plus vite que d'habitude, sans pouvoir nommer cette angoisse diffuse qui l'empêche de fermer les yeux. Le matin venu, la routine reprend son cours, comme un mécanisme bien huilé qui ignore tout du drame qui se prépare. Elle allume la radio, comme chaque jour, pendant qu'elle nourrit Galia. Elle confie Léna à une voisine pour pouvoir vaquer tranquillement à ses tâches. Et c'est à ce moment précis que la radio, cette compagne silencieuse du quotidien, se met à parler d'une voix solennelle, presque cérémonielle. Ici Moscou. Toutes les stations de radio de l'Union soviétique sont en fonctionnement. Puis vient l'annonce. Cette phrase que des millions de citoyens soviétiques entendent au même instant, dans les mêmes termes exacts. Le 12 avril 1961, en Union soviétique, a été mis sur orbite autour de la Terre le premier vaisseau spatial habité au monde, le Vostok. Le pilote cosmonaute est le citoyen de l'Union des républiques socialistes soviétiques, le pilote-major Gagarine Youri Alexeyevitch. Valentina laisse tomber la casserole qu'elle tenait entre les mains. Le choc est total, absolu, indescriptible. Elle apprend, par la radio, exactement comme n'importe quel citoyen ordinaire de ce pays immense, que son mari est dans l'espace. Pas un mot d'avertissement. Pas une minute de préparation. Juste cette phrase officielle, diffusée à la terre entière, qui lui révèle, à elle, l'épouse, ce que son propre mari lui avait caché la veille au soir. 40 minutes plus tard, à peine le temps de reprendre son souffle, 2 hommes se présentent à sa porte. Un officier en uniforme, droit et solennel, et un homme en costume civil gris, au sourire trop poli pour être sincère. Il lui annonce, sans détour, qu'elle doit désormais se préparer à assumer son rôle d'épouse du premier cosmonaute de l'histoire. Protocole à respecter, apparence à soigner, discours à tenir face aux journalistes. Pendant 2 heures, autour d'un thé qu'elle n'a même pas la force de vraiment savourer, ces 2 hommes lui expliquent ce que sera désormais sa vie. Et c'est précisément pendant cette conversation, comme un écho ironique du destin, que la radio annonce l'atterrissage réussi de son mari et le fait qu'il soit vivant. L'officier, avec une solennité un peu forcée, lui dit « Valentina Ivanovna, votre mari accomplit un vol historique. Le pays est fier de lui. Et de vous. » Elle ne répond presque rien. Que pourrait-elle répondre, alors qu'elle vient d'apprendre, en même temps que le reste de la planète, que son mari a quitté la Terre ? L'homme en costume gris, lui, aborde un sujet plus concret. Nous devons parler des prochains jours, du protocole, de votre rôle. Elle demande, presque naïvement, « Mon rôle ?» Il répond, avec une froideur polie, « Vous êtes l'épouse du premier cosmonaute de la planète. Cela impose certaines obligations. » Quelques jours plus tard, elle se retrouve à Moscou, au milieu d'une foule immense, un cortège en voiture ouverte traversant les rues sous les acclamations. Youri Gagarine, héros absolu, salue la foule, son lacet défait. Un détail infime qui deviendra pourtant avec le temps presque légendaire, symbole d'une humilité qui contraste avec la démesure de l'accueil. Le soir venu, une fois seul, loin des projecteurs et des micros, Gagarine s'effondre littéralement de fatigue. Il ne dit presque rien de son expérience, sinon cette phrase, brève, presque murmurée. Là-bas, c'est effrayant, Valia. Rien de plus. Pas de détails sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a ressenti à des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre. Juste cette confession, minimale, entre 2 êtres qui se connaissent depuis des années. La semaine suivante, l'homme au costume gris revient. Cette fois, il apporte un document à signer. Un engagement de confidentialité.
Il est stipulé que Valentina ne devra jamais divulguer d'informations concernant le travail de son mari, sa préparation, sa santé. Interdiction également d'accorder des interviews non autorisées ou d'entretenir une correspondance sur ces sujets. L'homme lui présente cela comme une simple formalité. Valentina Ivanovna, c'est une formalité, juste un papier. Elle demande, avec une lucidité qui ne la quittera jamais, alors pourquoi le faire signer ? Il répond, avec cette froideur bureaucratique typique de l'époque, l'ordre. Chez nous, tout se fait dans l'ordre. Elle signe, non pas parce qu'elle a réellement le choix, mais parce qu'elle comprend, avec une clarté glaçante, qu'on ne lui offre que l'illusion d'un choix. Refuser n'est pas une option qui existe réellement dans ce monde-là. À partir de ce moment, tout change. Ils emménagent dans un nouvel appartement, bien plus grand, dans un immeuble prestigieux réservé à l'élite. Youri Gagarin devient, littéralement, une vitrine nationale. Son portrait est partout. Dans les écoles, les usines, les foyers. Les décorations s'accumulent. Les invitations officielles se multiplient à un rythme effréné. Valentina, elle, devient l'accompagnement discret de cette vitrine. Le cadre autour du symbole. Quand les journalistes l'interrogent, elle répond par des phrases toutes faites, apprises, répétées. C'est un honneur et un bonheur. Des mots vides, choisis pour elle, qu'elle prononce sans jamais vraiment y mettre son propre sentiment. On lui a même donné des instructions précises pour ces situations. Si les journalistes vous interrogent sur des sujets personnels, répondez brièvement et chaleureusement. Je croyais en lui. Je savais qu'il reviendrait. Rien de plus. Elle ose une question, presque désespérée. Et si je ne le savais pas ? La réponse tombe, sans appel. Maintenant vous le savez. L'homme au costume gris, différentes personnes se succèdent au fil du temps, mais toujours en costume gris, toujours avec ce même regard vigilant, surveille désormais chaque événement officiel auquel elle assiste. Une présence discrète, mais constante, qui plane sur chacun de ses gestes, chacune de ses paroles. À la maison, les conversations entre Youri et Valentina se raréfient. Chaque parole, désormais, semble porter un poids nouveau, un risque potentiel d'être rapporté, analysé, retenu contre eux. Le foyer qui était autrefois un refuge devient, peu à peu, un espace de prudence permanente. Un jour, Gagarine lui dit, avec une lucidité amère qui tranche avec l'image publique du héros souriant. « Valia, tu comprends que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes maintenant ?» Elle le regarde et répond, avec cette clairvoyance qui l'a toujours caractérisée depuis l'enfance. « Je l'ai compris avant toi. » Cette phrase résume, à elle seule, tout ce qui va suivre. Car derrière la gloire mondiale, derrière les foulards agités, les discours officiels et les portraits imprimés à des millions d'exemplaires, un système invisible s'installe méthodiquement autour de ce couple. Un système qui va, dans les années suivantes, transformer leur intimité en surveillance permanente, leur conversation en chant de mine silencieux et leur maison même en un lieu où chaque mur, chaque objet pourrait cacher une oreille indiscrète. On finit toujours par s'habituer à la surveillance. C'est peut-être la vérité la plus troublante de cette histoire. Comme un bruit de fond, un bourdonnement constant qu'on cesse, avec le temps, de vraiment entendre. Il faudra environ 2 ans à Valentina Gagarina pour atteindre ce stade d'accoutumance. 2 ans pour apprendre à vivre avec l'idée que sa vie privée n'existe peut-être plus vraiment. La découverte se fait par hasard, comme souvent dans ce genre d'histoire. Un jour, en nettoyant un lustre lourd, en métal sombre, hérité avec le nouvel appartement, elle remarque un petit dispositif, semblable à un bouton, relié par un fil fin au câblage électrique. Un micro. Caché là, au-dessus de leur table, au-dessus de leur repas, de leurs conversations les plus banales comme les plus intimes. Elle ne le touche pas. Elle ne le signale pas non plus. Elle continue simplement sa vie, mais désormais en choisissant chaque mot avec une prudence nouvelle, comme on choisit ses pas sur une glace fine dont on sait qu'elle peut céder à tout moment. Puis viennent les appels téléphoniques. Chaque mercredi, vers 11h du matin,
Précisément au moment où Gagarine est absent, une voix masculine, anonyme, toujours la même politesse creuse, demande si tout va bien, si les enfants sont en bonne santé. Un contrôle habilement déguisé en sollicitude. Personne n'est dupe, surtout pas Valentina. Mais le jeu doit continuer, poli, cordial, insupportable. Lors d'une promenade en extérieur, jugée plus sûre pour parler librement, Gagarine finit par confirmer ce qu'elle soupçonnait déjà. Lui aussi fait l'objet du même genre de surveillance. Moi aussi, dit-il simplement, comme si ces deux mots suffisaient à résumer l'ampleur de leur nouvelle existence. Des personnes suspectes commencent à apparaître régulièrement près de la boîte aux lettres, près de la crèche des enfants. Des visages qui changent, mais qui suivent toujours le même schéma. Un regard fuyant, une disparition presque immédiate dès qu'on ose les fixer trop longtemps. Un jour, Valentina interpelle directement un jeune homme en manteau gris, une serviette sous le bras, qui trême près de chez elle. « Vous attendez quelqu'un » demande-t-elle. « Non » répond-il. « Alors pourquoi êtes-vous ici tous les jours » Il hésite, puis répond avec un aplomb mal assuré. « Je vis à côté. » Avant même la découverte du micro, Valentina tenait déjà un journal intime, comme beaucoup de femmes de sa génération. Mais après cette découverte, elle relit ses pages avec un regard nouveau, presque effrayé. Elle comprend soudain le danger que représentent certaines de ses notes si jamais elles tombaient entre de mauvaises mains. Alors elle agit. Pendant 3 soirées, à l'aiguille, patiemment, elle coud un double fond dans un tiroir d'une armoire en tissu. Une cachette invisible où elle glisse désormais un carnet dans lequel elle consigne les événements sous une forme codée, comprise d'elle seule. La lampe grince encore, signifie un appel du curateur invisible. Galia a longtemps regardé par la fenêtre, signifie la présence prolongée d'un inconnu près de l'immeuble. Un langage secret, né de la nécessité de survivre dans un monde où même les murs semblent avoir des oreilles. Elle cache également les véritables lettres que lui envoie Gagarine lors de ses déplacements, enveloppées de toile cirée contre l'humidité, glissées dans une grille de ventilation de la salle de bain. Un système de défense minutieux, construit pièce par pièce, contre un ennemi qu'elle ne voit jamais, mais qu'elle sait omniprésent. Un jour de février, l'année exacte s'étant effacée avec le temps dans sa mémoire, une perquisition a lieu, sous prétexte d'un simple contrôle incendie. 4 hommes se présentent, l'un en uniforme de pompier, les 3 autres en civil. Ils fouillent l'appartement pendant plus d'1 heure, avec une minutie qui n'a rien d'un simple contrôle de routine. Ils ouvrent même l'armoire au double fond. Ils s'arrêtent un instant, puis referment, sans avoir rien trouvé. En partant, l'homme en uniforme de pompier lance, avec un sourire glacial, « Valentina Ivanovna, vous êtes une femme intelligente. Les femmes intelligentes se taisent et vivent jusqu'à la retraite. Vous voulez bien vivre jusqu'à la retraite, n'est-ce pas ?» Elle le regarde droit dans les yeux et répond simplement « Bonne nuit ». Pendant ce temps, Gagarine rentre de moins en moins souvent à la maison, épuisée par un rythme incessant de représentations officielles, de voyages, de discours. Un jour, il revient avec un œil au beurre noir, expliquant une chute survenue à l'entraînement. Mais Valentina, avec cette perspicacité qui ne l'a jamais quittée, remarque que ses mains sont parfaitement intactes. Une incohérence qu'elle note sans oser la questionner à voix haute. Une autre fois, c'est le poignet qui est bandé. Il explique une chute par une fenêtre du 1er étage, à la datcha. Encore une explication qui sonne faux. Encore un détail qui ne colle pas tout à fait avec la réalité qu'elle observe. Peu à peu, une idée s'installe en elle, terrifiante mais impossible à ignorer. Gagarine, devenue trop lucide, trop conscient des mécanismes qui l'entourent, représente désormais un risque pour le système plutôt qu'un simple symbole à exhiber. Un héros trop vivant, trop pensant, devient dangereux pour ceux qui préfèrent les icônes silencieuses. La nuit précédant le 27 mars 1968, Gagarine rentre à 3 heures du matin.
Il s'assoit dans la cuisine, dans le noir, et écrit rapidement quelque chose sur un papier. Il relit ce qu'il vient d'écrire, puis déchire la feuille en petits morceaux, qu'il dépose dans un cendrier, alors que personne, dans cette maison, ne fume. Il se tourne vers Valentina et lui dit, avec une gravité qu'elle ne lui connaît pas. « Valia, si je disparais, tais-toi. Tais-toi simplement. Ne cherche pas, ne demande pas, ne creuse pas. Tais-toi et vis pour les filles. » 2 semaines plus tard, lors d'une promenade, il lui annonce qu'il reprend le programme de vol, qu'il retourne à l'aviation. « Je veux voler, Valia. Je ne peux pas ne pas voler. C'est le seul endroit où je m'appartiens encore à moi-même, » lui confie-t-il. Il ajoute avoir un mauvais pressentiment concernant l'avion, concernant le programme lui-même. Mais quand il en parle à sa hiérarchie, on lui répond par des sourires et des hochements de tête polis. « Ça veut dire qu'on ne m'écoute pas. Ça veut dire que c'est déjà décidé, » conclut-il, amer. Il refuse catégoriquement que Valentina tente de l'en dissuader. « Si j'arrête de voler, je n'existe déjà plus. Tu comprends ? Pas physiquement, mais je n'existe simplement plus. » Le matin du 27 mars 1968 commence comme une matinée ordinaire. Un petit déjeuner en famille, sans drame apparent. Gagarine tient longuement leur fille Galia dans ses bras. Puis, geste qu'il n'a jamais fait auparavant en public, il prend le visage de Valentina entre ses mains. Il dit 2 fois « Tout va bien » et l'embrasse longuement avant de partir. Ce sera leur dernier moment ensemble. Dans l'après-midi, un appel téléphonique officiel annonce la catastrophe. Un crash d'avion près de Kirjatch, circonstance encore en cours de détermination. Catastrophe, MiG-15, région de Kirjatch, les circonstances sont en cours d'établissement, annonce la voix au téléphone, froide et administrative, comme si elle récitait un bulletin météorologique. La version officielle se met en place très rapidement. Vol d'entraînement, manœuvre brusque, perte de contrôle, collision avec le sol. Le pilote Gagarine et le second pilote Seryogin sont tués, leurs corps retrouvés sur place. Valentina trouve cette version suspecte, presque immédiatement. Un pilote aussi expérimenté que Gagarine, victime d'un accident aussi banal. Et cette version, établie avec une rapidité troublante, presque comme si elle avait été préparée à l'avance. Le cercueil est scellé. On lui explique que la nature de la catastrophe l'exige. Elle ne reverra jamais le corps de son mari. Jamais. Les funérailles sont nationales, la foule immense, les discours officiels grandiloquents. Un responsable s'approche d'elle et lui dit avec une solennité presque écrasante « Tenez bon, Valentina Ivanovna. Il fait désormais partie de la patrie, partie de l'histoire. C'est plus grand qu'une simple vie. » Elle le regarde et répond, avec une simplicité qui contient toute sa douleur. « Il était mon mari. » Après les funérailles, elle retourne vers le cendrier où Gagarine avait déposé, quelques semaines plus tôt, les morceaux du papier qu'il avait déchiré cette nuit-là. Mais les morceaux ont disparu. Elle réalise, avec un vertige silencieux, qu'elle les a elle-même jetés lors d'un nettoyage machinal, sans y penser un seul instant. Le dernier message de son mari, ses derniers mots peut-être, jetés à la poubelle, sans qu'elle ait jamais pu en connaître le contenu. Un mystère de plus, ajouté à tous les autres, qui allait la hanter pour le reste de sa vie. 3 jours à peine après les funérailles, alors que Valentina Gagarina n'avait même pas encore trouvé la force de ranger les vêtements de son mari, 2 hommes en civil se présentent à sa porte. L'un porte une mallette. Ils viennent, disent-ils, récupérer les documents personnels de Gagarine. Ses dossiers de bureau, 3 carnets en cuir et une enveloppe scellée, cachée sous des revues techniques, portant une mention manuscrite énigmatique, à ouvrir en cas de nécessité. L'homme à la mallette prend un ton faussement compatissant. « Valentina Ivanovna, nous comprenons combien c'est difficile pour vous, donc nous tâcherons d'être brefs. » Elle demande, presque mécaniquement, si ces documents lui seront un jour restitués. La réponse tombe, lisse et vide de sens. Bien sûr, après la fin de l'enquête.
Cette enquête, évidemment, ne se terminera jamais vraiment. Et l'enveloppe scellée, celle qui portait cette mention troublante, ne lui sera jamais rendue. Elle disparaît, purement et simplement, avalée par les archives d'un système qui ne restitue rien de ce qu'il confisque. Une semaine plus tard, on la convoque, de manière informelle, dans un bâtiment sans enseigne, sans nom, un de ces lieux administratifs anonymes qui peuplaient l'appareil d'État soviétique. Un fonctionnaire lui rappelle, avec une froideur bureaucratique parfaitement rodée: « Valentina Ivanovna, vous comprenez que la mort de votre mari est une tragédie d'ampleur nationale. L'enquête est menée au plus haut niveau. Toute spéculation, toute parole imprudente pourrait nuire à la mémoire de Youri Alexeyevitch, à vous-même et à vos enfants. » Elle répond simplement qu'elle n'a rien dit. « Nous le savons et nous l'apprécions, rétorque-t-on. Nous voulions simplement nous assurer que la compréhension était bien là. » Elle acquiesce, d'une voix éteinte. La compréhension est là. Autour d'elle, le cercle des proches se resserre, puis se disperse peu à peu. Un ingénieur et sa femme, un historien venu autrefois enregistrer ses souvenirs, s'éloignent progressivement, sans explication claire, par peur diffuse, parfois même après une maladie suspecte dont on ne parle jamais ouvertement. L'isolement s'installe, lentement, méthodiquement, comme une seconde forme de deuil. Il faudra attendre les années 1980 pour qu'un léger changement d'atmosphère se fasse sentir. Les gens commencent, timidement, à parler un peu plus fort. Une connaissance propose à Valentina d'accéder, par des contacts informels, à des archives concernant les circonstances exactes de la mort de Gagarine. 2 semaines plus tard, cette même personne revient, visiblement troublée, pour annoncer l'échec de la tentative. « Rien n'a abouti, Valentina Ivanovna. On a prévenu la personne concernée. Il n'a rien trouvé. Il dit que les dossiers n'étaient plus à leur place. Il a eu peur lui-même. Il me demande de ne plus le recontacter. » Valentina répond, résignée. « Moi aussi, je vous demande de ne plus m'appeler. Excusez-moi. » Puis vient l'époque de la glasnost, à la fin des années 1980. Portée par ce vent nouveau de transparence, Valentina dépose une demande officielle écrite auprès du ministère de la Défense réclamant les documents de l'enquête sur l'accident du 27 mars 1968. 2 mois plus tard, la réponse arrive, froide et sans appel. Les documents de l'enquête sur la catastrophe du 27 mars 1968 sont classifiés selon les règles établies. Le délai de déclassification est de 50 ans à partir de la date de rédaction des documents. 50 ans à partir de 1968. Cela nous mène à l'année 2018. Une génération entière devra attendre. En 1992, l'historien qui avait autrefois côtoyé Gagarine de son vivant revient, plus âgé désormais, appuyé sur une canne. Il souhaite écrire un livre vrai sur Gagarine. Il demande « Valentina Ivanovna, on peut maintenant ?» Elle répond simplement « On peut, entrez ». Le livre paraît 2 ans plus tard, tiré à 20 000 exemplaires. Sur 300 pages, un seul paragraphe est consacré à Valentina. Ce paragraphe mentionne pourtant quelque chose d'essentiel, que Gagarine, dans ses derniers mois, avait exprimé à plusieurs reprises un sentiment de contrôle extérieur sur sa propre vie et son travail, et qu'il avait évoqué, calmement, comme un fait déjà accepté, un pressentiment de vie courte. Dans les années 1990, les journalistes affluent. Elle apprend à trier. Les sensationnalistes, qu'elle évite soigneusement, et les journalistes sérieux, avec qui elle accepte de parler, toujours avec prudence. Un jeune étudiant en histoire lui pose un jour une question directe. « Valentina Ivanovna, croyez-vous à la version officielle de la mort de votre mari ?» Elle répond, avec une lucidité désarmante. « Je crois ce que je sais moi-même, et je sais plus que ce qui est écrit dans les documents officiels, et moins que ce que je voudrais savoir. » Il insiste. « Et ensuite ?» Elle sourit, presque, avant de répondre. Ensuite, attendre. La vérité ne disparaît pas. Elle attend simplement son heure, comme moi. Ses filles grandissent. Léna devient médecin, comme sa mère l'avait été autrefois.
Galia devient architecte. Toutes deux ne savent que ce que Valentina a choisi, avec soin, de leur transmettre. Puis arrive un petit-fils, prénommé Yuri en l'honneur de son grand-père. Cet enfant grandit différemment des autres, posant sans relâche des questions que personne d'autre n'ose formuler. Un jour, Valentina lui remet le carnet à double fond, celui qu'elle avait cousu, des décennies plus tôt, pendant 3 soirées d'angoisse silencieuse. « Lis-le, mais pas maintenant, quand le moment sera venu, lui dit-elle. Il demande, avec la naïveté de son âge, « Comment saurais-je que le moment est venu ?» Elle répond, énigmatique, « Tu le sauras, c'est une chose qui se ressent. » En 2005, plusieurs événements convergent. Des documents manuscrits techniques concernant le programme de vol de mars 1968 émergent des archives privées d'un ingénieur, un concepteur décédé dans les années 1980. Son neveu les découvre, contacte un journaliste, qui contacte à son tour Valentina. Elle accepte, cette fois, de parler pendant 3 heures pour un documentaire, diffusé à l'automne de cette même année. Un documentaire sobre, sérieux, loin des sensationnalismes habituels. Elle y prononce une phrase qui résume à elle seule des décennies de silence imposé. Il savait, et je savais. Nous ne nous autorisions simplement pas à le dire à voix haute, parce que les mots rendent les choses réelles, et nous voulions que cela reste faux. Ce documentaire est vu par des millions de personnes, mais quelques jours à peine après sa diffusion, un incendie se déclare dans son appartement, détruisant toutes les copies papier des documents, des lettres, des brouillons d'interviews qu'elle conservait précieusement dans son bureau. Le rapport des pompiers conclut à une manipulation imprudente du feu. Pourtant, elle ne fume pas depuis 50 ans et son bureau ne contient aucune source de flamme. Elle appelle immédiatement son petit-fils Yuri. « Yura, tes fichiers sont-ils intacts ?» Il la rassure aussitôt. « Tout est intact, grand-mère. J'ai fait 3 copies, une chez moi, une chez Andrei, une dans le cloud. » Elle répond soulagée. « Bien. Bravo. » Dans ces dernières années, elle reçoit chez elle des écrivains, des étudiants, des journalistes venus de Moscou, de Saint-Pétersbourg et de petites villes lointaines. Elle leur montre parfois une photographie qu'elle chérit particulièrement. Elle et Gagarine à la datcha, en été, lui riant la tête renversée en arrière, une image intime, à 1000 lieues de la photographie officielle qui a fait le tour du monde. Elle meurt dans son sommeil, paisiblement, en 2017. Sa fille cadette Galia est présente ce soir-là, ayant décidé sans raison particulière de rester dormir chez sa mère cette nuit précise. La nouvelle se répand rapidement, cette fois par téléphones et écrans, à 1000 lieues de cette radio officielle qui avait autrefois annoncé l'exploit spatial de son mari. La nuit suivant sa mort, une plaque commémorative artisanale, en bois, avec des lettres brûlées, apparaît anonymement sur le mur de son immeuble. Les autorités, curieusement, ne la retirent pas. 1 mois plus tard, son petit-fils Yuri lance un site internet d'une simplicité radicale. Fond blanc, texte noir. On y trouve ses écrits numérisés et déchiffrés du carnet à double fond, ses interviews complètes non coupées, les documents rassemblés patiemment au fil des années et la fameuse photo de la datcha. Le site reçoit 120 000 visiteurs dès le premier jour. Des personnes âgées, anonymes, commencent alors à écrire sur ce site, livrant leurs propres souvenirs. Un mécanicien d'aérodrome se souvenant du jour précis du crash. Un opérateur radio ayant reçu des signaux étranges ce jour-là. Une infirmière de l'hôpital où le corps aurait été transporté. Son message resté inachevé, mais lourd de sous-entendus. 3 mois après la mort de Valentina, le ministère de la Défense publie une partie déclassifiée des documents de l'enquête sur l'accident, officiellement en raison de l'expiration des délais légaux, officieusement sous la pression grandissante de l'opinion publique. Ces documents révèlent 3 incohérences majeures. D'abord, la mention d'une tierce partie non identifiée dans le rapport technique, sans aucune explication associée. Ensuite, une divergence troublante entre les données météorologiques officielles du jour de l'accident et celles enregistrées par le service météorologique régional pour cette même journée.
Enfin, sur 12 témoins officiellement listés comme interrogés lors de l'enquête, seuls 8 témoignages figurent réellement dans les archives. Les 4 autres manquent, sans la moindre annotation, sans la moindre explication. Le site créé par son petit-fils continue de fonctionner aujourd'hui. Les écrits de Valentina sont étudiés, de manière informelle, dans certaines écoles. Des étudiants leur consacrent des mémoires universitaires. Des réalisateurs de documentaires s'en inspirent. Des historiens la citent désormais dans des publications académiques sérieuses. Un jour, un commentaire anonyme apparaît sur le site, associé à une adresse e-mail qui s'avérera par la suite complètement inactive. Votre grand-mère avait raison, je sais. Je ne peux pas en dire plus, mais elle avait raison. Le petit-fils tente, en vain, d'identifier l'auteur de ce message. Il finit par le conserver comme un simple fichier daté qu'il ajoute aux archives familiales. Dans les archives de ce même petit-fils, on retrouve une photographie jamais publiée officiellement. On y voit Valentina Ivanovna, âgée, ses rides et ses cheveux blancs trahissant les années 2000, debout, seule, exactement à la même fenêtre où elle se tenait ce matin, du 12 avril 1961, quand la radio avait annoncé, sans la prévenir, que son mari venait de conquérir l'espace. Sous cette photographie, son petit-fils a écrit une simple légende, qui résume, à elle seule, toute une vie de silence transformée, enfin, en paroles. Elle savait tout, elle se souvenait de tout, elle a attendu.